parler de la Guinée qui prend acte de la situation des migrants guinéens. Oui, justement, nous allons venir, on va essayer de parler un peu de ce premier thème, Odilon, même si je ne sais pas si tu n'es pas préparé à ce thème, parce que nous allons avoir un invité à partir de 7h15. Il faut qu'on essaie de débattre sur ce premier thème. Aujourd'hui, pour planter le décor, hier, on avait des migrants. On les a eus au téléphone du côté du Niger et Agadez précisément, qui ont quand même décrit leur situation. Ils sont dans des situations très catastrophiques. Ils ont dit qu'ils sont à peu près jusqu'à 1500 Guinéens qui s'y trouvent et dans des conditions misérables et sous des tentes dans le désert. L'OIM déjà qui commence à se désintéresser, qui pense déjà qu'ils ont fait le boulot. Pas désintéressés, mais submergés. Ils sont submergés. Voilà. Donc le relais doit être pris par les États. Par les États. Et jusqu'à présent, rien ne bouge parce que du côté du Niger, l'espace aérien est fermé. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire avec cette solidarité entre les jeunes, la Guinée, puisque nous parlons de la Guinée ne peut pas affréter un vol quand même pour aller chercher nos compatriotes qui souffrent du côté d'Agadez. Je pense que la Guinée l'a toujours fait auparavant et aujourd'hui les relations ne sont pas tendues entre les deux pays, le Niger et la Guinée. Je pense que c'est juste une question d'information, de formalité, de diplomatie où le ministre des Affaires étrangères de la Guinée va essayer de prendre langue avec son homologue. Le président pourrait même s'impliquer et pourquoi pas, vu qu'on a déjà un vol, on pourrait quand même mettre ce vol à contribution pour aller récupérer des ressortissants guinéens, nos compatriotes qui sont dans la misère, parce qu'il faut rappeler, c'est une mauvaise image de notre pays. Pourquoi les migrants vont une mauvaise image de notre pays, et même surtout de l'Afrique aussi. De l'Afrique. Pourquoi généralement les migrants vont? C'est parce qu'à l'interne, le plus souvent en tout cas, sur les causes, les vraies causes, une grande partie des causes, c'est parce que à l'interne de ces justement, c'est parce que à l'interne de ces États, justement parce que généralement à l'interne de ces États, il n'y a pas de solution, on n'a pas d'emploi, on est là, on n'est pas intégré, donc on se dit la meilleure voie c'est de partir. Et on va... on est en train de financer aujourd'hui de la démagogie. Pendant ce temps, on peut créer des startups. Justement, qui ont des projets, qui n'attendent que des financements, mais vous prenez 3 milliards pour des concerts unités. Plus de 3 milliards. Pour des concerts unités. Et le président aurait demandé, je me conditionne, aurait demandé à tous les ministres de soutenir au moins l'événement. Ah, et voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus. Même dans leurs subventions, dans la subvention de chaque ministère, il y aura aussi des fonds. Moi, je me dis que c'est de la démagogie. Aujourd'hui, on a des compatriotes qui souffrent. Ça, c'est une très mauvaise image pour la Guinée. Avoir un compatriote comme ça en train de souffrir, couché comme ça là. Il faut savoir situer. Il faut savoir situer quand même le sujet. Qui a encouragé les gens là de partir? Il faut toucher là où ça fait mal. Qu'est-ce qui pousse les gens là aussi de partir? C'est parce qu'à l'interne. Mais qui a obligé les gens là? Est-ce que toi tu es parti? Non, il faut. La question migratoire, quand on prend, je le dis maintenant, je ne le dis pas en tant que chronique, je ne parle pas en tant que chroniqueur. Non, ici tu es chroniqueur. Je suis désolé. Souffre quand même. Tu ne peux pas nous dire que cette élégance là, cette sagacité quand même. Spécialiste migratoire. Laisse-moi parler. Non, j'ai parlé des causes, j'ai dit les causes les plus probables, les plus visibles, c'est parce que l'État est absent. Je prends mon manteau de certifié en question migratoire de la Fondation René Cassin. Merci. Voilà, qui est un institut international des droits de l'homme. C'est pas une publicité qu'on a fait. Voilà, basé à Strasbourg. Quand on prend les causes... Non, mais attends, ta publicité ne va pas passer chez nous. Quand on prend les causes... Tu vas payer. Non, tu vas payer au service. Non, sérieux, tu vas... Non, alors, Odilon, tu n'es pas spécialiste. Voilà. Tu fais la promotion d'un département du non. Non, on connaît déjà ton CV, Odilon. Non, je ne Il ne faut pas faire l'étalage. Alors, Maki a déjà noté. Maki va noter. Je voulais justement rappeler ceci. La question de la mauvaise gouvernance n'est pas la cause fondamentale. La seule cause. Voilà. D'accord. C'est la cause plausible. Simon, s'il te plaît. Moi, j'ai eu quand même la chance d'entretenir beaucoup de migrants. Voilà, vous allez voir, il y a des gens qui sont vraiment dans des familles aisées. Mais aujourd'hui, ça, ce n'est pas la question. Parlons de nos compatriotes qui sont en souffrance au Niger. Il faut rappeler que hier, depuis cette semaine pratiquement, on a eu à échanger
avec beaucoup de migrants. Hier, nous l'avons rappelé ici, on a même eu certains parmi eux au téléphone depuis Agadez. L'État guinéen a pris des dispositions. Il y a quand même, jusqu'à date, au moins 1200 Guinéens qui ont été identifiés du côté du Niger. Première chose. Mais, le mois prochain, il y a 4 vols qui sont programmés. Et jusqu'à octobre également, il y a 4 vols qui sont également programmés. Nous aurons la chance d'avoir le directeur national de Guinée établi à l'étranger qui va nous donner plus d'explications. Moi, en attendant le début de ces vols-là, qu'est-ce que l'État guinéen est en train de faire pour nos compatriotes du Niger? Parce qu'il y a des images, il y a des vidéos que je n'ai pas publiées encore. Quand tu vois même ce que ces gens-là mangent, quand on me dit que par jour, par exemple, ils n'ont droit qu'à un seul repas. C'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont partis, parce que quelqu'un qui est aisé, parce que il faut faire le lien. Quand je dis que ceux qui vivent dans des conditions difficiles dans les États, la grande partie ce sont eux qui migrent. Non, il dit que c'est des gens aisés. S'ils étaient aisés, leurs parents allaient leur envoyer de l'argent. Quand même, il faut le dire. Non, j'ai comme l'impression que quand on parle, on ne s'écoute pas. Non, mais on s'écoute. J'ai dit que les migrants, moi en tant que spécialiste, j'ai donné beaucoup de formations. J'ai eu beaucoup de rendez-vous avec les ONG et consorts. Je vais souvent avec des migrants qui sont issus des familles aisées. Mais c'est très peu, c'est très peu, c'est très peu. Il y a l'effet des réseaux sociaux. Pourquoi toi tu n'es pas parti à l'exil? Pourquoi tu n'as pas pris... Non, pourquoi lui? Je fais des études, je suis inséré, ce matin, il y a certains aussi qui ont... Nous, il y a des gens qui ne sont pas quelque part, le minimum que j'ai, ils n'ont pas, ils vivent dans des conditions difficiles. Mais il ne suffit pas. Tu peux avoir un carton jaune, tu peux avoir la couleur de ma chemise. D'accord. Vas-y. Il y a des femmes aujourd'hui, des mamans aujourd'hui dans les foyers qui font des tontines de 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions qui donnent à leur enfant, justement parce que le fils de la coépouse vit à l'étranger. Est-ce une raison? 10 millions me fait aujourd'hui un capital pour entreprendre quelque chose quand même. Il y a des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat avec même 100 000 francs au départ. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui? Je ne dis pas que tout est rose au niveau de la gouvernance de nos États. Non, mais ce n'est pas seulement la seule cause. Il y a des migrants aujourd'hui qui partent. Pourquoi? Parce que leurs États sont en conflit, sont en état de conflit. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui peuvent expliquer les causes. Il y a ces femmes aussi qui partent rejoindre leur époux, qui ont plusieurs fois tenté le visa, qui n'ont pas eu et qui préfèrent partir par la mer. C'est une raison. Non, il ne faut pas dire que ce n'est pas une raison. Le regroupement familial. C'est pas une raison. Comme des bébés. Vraiment. Non, mais Odilon. Non, mais Odilon. C'est aussi des faits. C'est aussi des faits, Odilon. Non, écoutez, je ne dis pas que ce n'est pas une des causes. Laissez-le se planter. Je ne dis pas que ce n'est pas une des causes de l'immigration irrégulière. Mais je dis que ce n'est pas une raison du fait que j'ai tenté plusieurs fois le visa pour rejoindre mon époux, que je vais prendre le chemin de la mer. Mais on parlait des causes quand même. On parlait des causes. Maintenant, aujourd'hui, je vais terminer. Aujourd'hui, par rapport aux dispositions prises par l'État guinéen, en attendant que ces pré-vols-là n'arrivent à Niamey, quelles autres dispositions en amont qui sont prises pour vraiment soulager nos compatriotes? Parce qu'il y a des malades parmi eux. On va poser la question à Mamadou Satiou Bari. Il est le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Nous allons, avec la régie qui va commencer à l'appeler, nous allons l'appeler et poser ces questions-là. Oui, Adamawa, quelles sont ces causes réelles que vous avez constatées qui peuvent animer, qui animent aujourd'hui ces jeunes Guinéens à prendre le chemin de la mer ou bien à prendre le désert? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a plusieurs causes. Mais la première des causes aujourd'hui, c'est la pauvreté. Les gens ont tendance à fuir la pauvreté en Guinée pour partir. D'après mes remarques. Oui. Ah, d'accord. Et nous savons tous que si on prend le niveau des statistiques du côté de la pauvreté, c'est beaucoup plus élevé que de tous les autres côtés. Je reprends. Premièrement, nous avons la pauvreté, que tout le monde sait d'ailleurs, c'est l'une des causes majeures qui pousse les jeunes aujourd'hui à aller à l'étranger. D'un autre côté, on a aussi des enfants, des gosses de riches, entre guillemets, on va le dire comme ça, qui préfèrent, qui demandent à leur papa ou leur maman de les envoyer en Occident. Ceux-ci refusent parce que les enfants adoptent des comportements pas très corrects, donc ils préfèrent partir et ces parents refusent d'envoyer leurs enfants. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui volent l'argent de leurs parents, qui décident d'aller par cette voie, qui se jettent dans la mer parce qu'ils se disent que c'est beaucoup plus facile. On a eu des cas comme ça. Je le disais que tantôt, il y a des femmes qui veulent coûte que coûte
rejoindre leurs époux qui sont en Occident pour les regroupements familiales et tout, mais qui ont tenté plusieurs fois le visa, qui n'ont pas eu et qui ne veulent pas rester ici comme ça et qui préfèrent aussi prendre la voie de la Méditerranée. On a assez de raisons, assez de causes qui poussent réellement les jeunes à partir par la voie méditerranéenne. Mais l'aspect le plus récurrent, c'est la pauvreté. On en parle souvent et parce qu'on se dit qu'en Guinée, il n'y a pas assez de boulot. On a des jeunes diplômés qui se retrouvent sans emploi, qui voient leur maman souffrir, se lever tôt le matin, aller dans les marchés ou faire leurs activités. Il y en a qui partent dans des maisons, faire les travaux ménagers et tout. C'est pas tout le monde qui a ce cœur de supporter. Ils se disent que la meilleure solution, c'est de migrer vers l'Europe. Encore une fois, on va lancer un appel au gouvernement parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où, je le rappelle, le secteur primaire n'est pas très bien développé. Et dans un pays, dans toute communauté, on ne peut pas avancer alors que le secteur primaire n'est pas développé. On a tendance à bafouer parce que ça commence par l'école. Quand tu dis tu demandes à ton ami qu'est-ce que tu veux faire, vas-y. Nous allons partir parce qu'il est là. Et Mamadou Satiou Bari, directeur général des Guinéens établis à l'étranger, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Bonjour à vos auditeurs. Voilà. Bonjour, vous êtes dans l'émission On n'est pas gelé. Et ce matin, nous parlons de la situation des migrants guinéens bloqués au Niger. Quelles sont les dispositions, peut-être les dispositions prises par l'État aujourd'hui pour rapatrier ces Guinéens du côté du Niger? Merci beaucoup. En fait, il faut tout de suite préciser ceci. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, dirigé par son Excellence Dr Maurice Anda Kouyaté, il faudrait retenir que dès sa prise de fonction, il a mis en place une cellule de crise. Et cette cellule de crise est présidée par monsieur le secrétaire général du dit département. Et au niveau de cette cellule de crise, il y a toutes les directions techniques. Et à côté, il y a les membres du cabinet, monsieur le ministre. Donc, ça, c'est pour répondre à tous les besoins de nos compatriotes vivant à l'étranger. Et ça, c'est ce qui est en train d'être fait. À chaque fois qu'il y a une crise ou un besoin au niveau de nos missions diplomatiques, au niveau de nos compatriotes, il y a immédiatement des actions qui sont prises. Et je voudrais préciser pour le cas du Niger, cette question est déjà sur la table depuis des années durant. Il y a eu déjà une mission qui est allée au Niger, une mission mixte, composée du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Sécurité et de nos partenaires de terrain, notamment l'OIM. C'était dans l'intention d'aller identifier nos compatriotes en difficulté et voir quels sont ceux qui souhaitent revenir au pays. Et c'est dans ce cas donc qu'il y a une première mission qui a identifié un certain nombre de nos compatriotes. Donc pour en venir à votre question, actuellement c'est la même continuité, c'est la même suite logique. Il y a, vous le savez, le Niger est géré directement par notre mission diplomatique du Mali, qui est en train de suivre le processus et qui est en contact avec notre consul au Niger. Le consul honoraire est aussi le terrain et travaille étroitement avec l'ambassade. Et cela, c'est des instructions de monsieur le ministre des Affaires étrangères. On a identifié en ce moment-là 1200 migrants. 1200 migrants. Qui souhaiteraient, 1200. Qui souhaiteraient revenir au pays. Et c'est dans ce cadre que nous avons travaillé avec notre partenaire de terrain, l'OIM, et planifié déjà tout le retour pour ceux-là qui souhaiteraient retour au pays. D'accord. Dans combien de temps il y a l'urgence? Vous venez de dire nous allons travailler, ou bien vous travaillez déjà? Je sais ce que vous n'avez pas compris. J'ai dit que depuis des années, le cas du Niger, le cas de la Libye, le cas de l'Algérie, le cas du Maroc, c'est des questions qui sont sur la table de son excellence monsieur le ministre.
et qui sont suivis de façon régulière. D'accord. Et pour ce cas de Niger, est partie déjà sur le terrain. Parce que hier on a reçu quelqu'un, voilà, un migrant. Vous m'écoutez s'il vous plaît? Je vous écoute très bien. Je dis une mission est déjà partie sur le terrain et une mission qui a fait plus d'1 mois sur le terrain, plus d'1 mois. D'accord. Envoyée par son excellence monsieur le ministre et qui est resté pendant plus d'1 mois, qui a travaillé d'arrache-pied pour identifier tous nos compatriotes. J'ai dit ceux qui sont déjà disposés à revenir. D'abord, il faut vous rappeler que du 1er janvier 2023 à date, on a ramené 3 000 Guinéens au Niger. 3 000. 3 000 Guinéens du Niger. 3 000 Guinéens revenus du Niger depuis le 1er janvier. C'est pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que le ministère a commencé ou va commencer à travailler dans ce processus-là. Alors, M. Barry, l'autre question... Donc, les 1200 donc, sont planifiés et le premier vol sera à Conakry le 6 septembre, Inch'Allah. D'accord. M. Barry, l'autre question. Aujourd'hui, il y a des cas de malades, il y a des cas d'urgence. Est-ce que vous avez pris déjà des mesures par rapport à ça en attendant qu'il y ait ce vol pour faire revenir tout le monde? Je vous ai dit que monsieur le chargé d'appel du Mali et notre consul honoraire qui est sur le terrain, il travaille d'arrache-pied. On a reçu des rapports avant que les gens ne vous appellent. On a travaillé là-dessus. La cellule de crise est assiégée dessus et des dispositions sont données et des directives, c'est des bases, des instructions de son excellence et le ministre sont données à nos autorités sur place et des suivis sont en train d'être faits. Et déjà, M. Barry, pour continuer, on a reçu un témoignage hier. Il disait qu'ils étaient victimes de vol, mais au-delà de ça, qu'ils ont des malades. Concrètement, si le processus de retour dure, ils pourraient avoir des problèmes par rapport à leur santé. Est-ce que vous, du côté du ministère... Vous devez comprendre, tous ces gens-là sont déjà identifiés et pris en charge par l'OIM et au niveau de leur mais M. Barry, ça ne peut pas passer. Nous avons des images quand même. Peut-être que vous ne regardez pas la télé. Nous avons des images. Si c'est ce que vous appelez mesures avec l'OIM et vous, je suis désolé quand même que ce n'est pas ça. Nous avons les images. Est-ce qu'il y a d'autres mesures concrètes, M. Barry? Parce que vous dites que le premier convoi d'urgence... Vous avez des images isolées. Oui. Vous avez des images de cas isolés. Vous n'avez pas les images des cas qui sont au niveau des centres de transit. Exactement, nous avons le centre de transit, l'image des centres de transit, M. Barry. Et même nous avons les tentes au moins qui sont transformées en hôpitaux. Nous avons ces images. Nous avons ces images-là. Nous sommes en train de regarder. Ou bien c'est des anciennes images? Je ne peux pas, parce que je ne vois pas avec vous, donc je ne peux pas vous confirmer ceci. Ce que je vous dis, ce qui est officiel, c'est que je vous dis que les centres, il y a des compatriotes qui sont identifiés. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut éviter d'utiliser ce que vous ne maîtrisez pas, comme moi, si vous n'êtes pas sur le terrain. C'est pourquoi on essaie de comprendre, avec l'image que nous avons, vous posez les questions afin d'avoir la vraie information. C'est vous posez les questions, nous suivons le processus. Nous sommes en train de suivre le processus. Nous sommes sur le terrain. Nous suivons les processus avec les migrants aussi sur le terrain. D'accord, M. Barry, rapidement, on vous enverrait les éléments que nous avons, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il s'agit forcément ou uniquement des retours volontaires seulement? Écoutez, on ne peut pas forcer quelqu'un de revenir. Tous ceux qui sont à l'étranger et qui se trouveraient dans des situations difficiles, il leur revient de décider. L'État guinéen ne peut pas dire à quelqu'un obligatoirement il faut que tu reviennes. Non. Ce que nous faisons, ce que l'État a fait, ce que l'État nous a instruit aussi de faire, c'est d'aller vers les compatriotes autant que possible, demander leur avis et au besoin, accompagner leur décision. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un de revenir au pays. Mais partout où ils sont, ça c'est des instructions que vous savez même qui ont été données par la plus haute autorité du pays, qui dit que partout où il y a un Guinéen qui a besoin d'être secouru, il faut être là et être à son écoute. D'accord, M. Barry, rapidement, l'OIM dit aujourd'hui qu'il est débordé. Alors vous dites que vous comptez sur l'OIM. Alors comment vous expliquez cela? Je ne vous ai pas dit que nous comptons sur l'OIM. Il ne faut pas dire l'expression que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit que nous comptons sur l'OIM. J'ai dit que le gouvernement guinéen travaille en étroite collaboration avec le partenaire qui est sur le terrain pour identifier les besoins. Et je vous ai dit que tous les vols sont programmés pour rapatrier les 1200. Le premier vol qui viendra le 6 septembre et le dernier viendra courant octobre. Donc ça, tout est planifié et tout est calé déjà. D'accord. Oui, d'accord. Et là, vous avez... Oui, Alphaba.
Sauf bon courage au ministère. Il y a nos Guinéens, nos compatriotes qui souffrent de l'autre côté. Merci quand même, mais le plus tôt serait très mieux. Parce que les images, et peut-être avec Odile, on va vous envoyer des images que nous avons. Hier, par exemple, M. Barry, nous avons reçu hier en ligne aussi un migrant guinéen du côté du Niger. Il nous a dépeint quand même la situation qui est contraire à cette communication que vous êtes en train de faire. Il dit même, il nous a hier fait savoir qu'ils ont même de la difficulté à rencontrer les autorités consulaires. Ouais. C'est pas vrai ou faux, c'est pas. Encore une fois, je vous dis que le département suit de façon régulière nos compatriotes à l'étranger à travers nos missions diplomatiques et consulaires. Et nous sommes en contact avec eux. D'accord. Alors, il ne reste qu'à vous dire merci beaucoup, M. Saïtou Barry. Et vous êtes le directeur général des Guinéens de l'étranger. Et merci de vous prêter à nos questions. Merci d'avance. Là, vous avez compris, on va analyser un peu ce qu'il dit. On a compris. Oui, maintenant revenons. Oui, ça c'est le discours non officiel. Voilà. C'est le discours officiel et on s'en tient à ça. D'accord. Le problème c'est quoi? Oui. À chaque fois, on parle de problèmes d'immigration, on accuse nos États. Oui, je suis syndicat du bas peuple. Oui, vas-y. J'aime bien défendre le bas peuple. Mais attention, depuis combien d'années nous sommes en train de voir des gens mourir dans la Méditerranée? Depuis combien de temps on a vu des gens incarcérés dans les prisons libyennes, nigériennes, algériennes, ainsi de suite. Mais le phénomène continue. C'est vrai, il ne faut pas toujours accuser la pauvreté ou bien l'État. Kourouma, pourquoi toi tu n'es pas parti en exil? C'est parce que... ne répondez même pas. Ne répondez pas d'abord à la question. Il y a des braves femmes. Regardez du côté de Bouliouel, à Mamoun, ou bien à Poredaka, ou bien à Zérékoré, qui travaillent la terre pour faire des potagers. Mais elles ont des millions. Nous, jeunes, braves, valides, qu'est-ce que nous cherchons chez les autres? Quand on part, quand on quitte ici pour aller de l'autre côté, peut-être c'est pour s'occuper des vieilles, peut-être c'est pour s'occuper des chiens, peut-être c'est pour nettoyer la route, des activités que tu ne pourras jamais faire en Guinée. Tu vas faire là-bas. Mais la terre est là. Il faut aller faire un champ de manioc une fois, 2 fois. La 3e année, personne ne va te demander 50 millions et tu ne seras pas en mesure de livrer ces 50 millions. C'est ce que je disais tantôt. Donc c'est ça. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Vas-y. La terre est là. Pourquoi ne pas aller faire une plantation de bananes, ou bien un champ de manioc? Mais on laisse la terre ici. On dit non, si ce n'est pas de l'autre côté, on ne va pas vivre. C'est vrai. On accuse souvent les autorités de ne pas avoir facilité l'emploi, mais il y a l'auto-emploi. Il ne faut pas attendre toujours tout de l'État. Travaillons la terre, ayons le courage de rester chez nous et de travailler. Mais il faut toujours aller de l'autre côté, prendre des belles photos. Ça ne marchera pas. Tant que le secteur primaire n'est pas développé, on ne va pas avancer. Et les gens ont tendance à marginaliser ce secteur. Ils se mettent là, ils mettent le secteur primaire ici. Or que, comme il a si bien dit, quand ils partent chez les Occidentaux, ils préfèrent s'occuper des vieilles, changer leurs couches, laver les chiens. Ils préfèrent largement cela que de faire ce métier noble. Donc, il faut vraiment revoir ça. Bon, rapidement. Quel est ce migrant? Je place un mot. Nos confrères, nos compatriotes qui partent de l'autre côté, qui reviennent ici pour te dire, ah non, je faisais tel job. Rare de Guinéens, rare de jeunes, rare de nos amis, de nos camarades qui quittent de l'autre côté pour venir ici dire... Ils sont devenus des influenceurs. Non, pour dire, ah voici, c'était ça mon job. Ils préfèrent se la raconter sur les réseaux sociaux que d'aller travailler. Ça marche pas. Moi, je dis... Il est bien beau de rappeler, de situer les responsabilités, mais moi je dis déjà le fait de migrer irrégulièrement, c'est une infraction. Déjà c'est prévu par les dispositions du code pénal. Il faudrait que l'État renforce son mécanisme d'application de cette loi et que tous ceux qui sont dans ce trafic-là, qu'on puisse les interpeller et qu'ils puissent subir les rigueurs de la loi. Maintenant, l'autre chose, aujourd'hui il est bien beau de sanctionner. Mais au-delà de ça, lorsqu'on s'intéresse aux causes également, on a dit, sur le premier plan, il y a quand même la pauvreté. Il faudrait que l'État aussi
pense à désenclaver des secteurs, offrir des possibilités. Et j'accuse également les jeunes, parce qu'il ne faut pas justifier forcément une forfaiture par l'État. Il faudrait que regardez les paysans, les paysans de Timbi Madina. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regardez les paysans. Non, on ne va pas gagner en temps. Non, ils tournent trop du pot. Non, mais les paysans de Timbi Madina, avec la filière pomme de terre. Mais c'est des millionnaires. C'est des millionnaires. C'est que je n'arrive pas. Arrêtez. Laisse-moi finir. Voilà. Allez, vas-y. Pour terminer rapidement, je disais qu'il fallait déjà sanctionner tous ceux qui sont dans ce trafic-là parce que c'est une infraction. Au-delà de ça, il faudrait que l'État aussi offre des possibilités. Parce que si vous voyez généralement que les gens vont, c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Il y a des causes qui ne marchent pas. Beaucoup. Je donnais un exemple sur les paysans de Timbi Madina avec la filière pomme de terre. Arrêtez de dire c'est l'État, c'est l'État. La question que ça ne marche pas. La question que j'ai envie de poser à part, il y a des jeunes qui sont désespérés, il y a des jeunes qui ont perdu le boulot, il y a des jeunes qui étaient dans l'informel, qui travaillent ici. Mais tu fais l'agriculture ou l'élevage? Non, il y a des jeunes... L'agriculture, l'élevage? Tu ne peux pas quand même passer toute ta vie une fois, deux fois, trois fois, quand tu perds espoir, surtout si l'État ne t'accompagne pas, tu n'as pas d'accompagnement. Mais je suis désolé que tu as... Moi, je n'ai pas besoin de l'accompagnement de l'État. Moi, je disais que la pauvreté n'est pas la seule cause. C'est pas la seule cause. C'est vrai que les jeunes aussi doivent prendre leurs responsabilités. Mais qui est visionnaire? C'est l'État. Donc, l'État, dans sa politique, doit faire en sorte de mettre des mécanismes pour insérer assez de monde. S'il y a peu de chômeurs, je pense qu'on peut trouver où faire. Et aujourd'hui, on a des partenariats avec des organisations internationales qui agissent dans ce sens, qui ont de l'argent pour donner aux jeunes, pour financer les projets de jeunes, pour qu'ils ne passent pas par l'immigration. Aujourd'hui, les jeunes aussi doivent faire des projets, aller vers ces institutions, avoir des financements et s'intégrer dans la communauté. C'est ce que j'ai dit. En fait, quand tu n'as pas encore poussé loin l'analyse, tu es tenté d'en vouloir chaque fois à l'État. Et on met en avant cette question de pauvreté. Mais il faut savoir, il faut quand même rappeler que l'immigration, qu'elle soit régulière ou irrégulière, elle a un coût. Elle a un coût. Et ce coût-là, encore une fois, je le dis, j'insiste et je persiste là-dessus, peut être un début de quelque chose pour toi. D'accord. Kourouma, tu ne peux pas quitter, le cas guinéen par exemple, tu ne peux pas quitter la Guinée, qui est un pays de départ, passer par des états de transit jusqu'à l'état de destination sans que tu n'aies déboursé au minimum 30 millions. Ça, c'est le minimum. Le minimum. C'est quand tu n'as pas beaucoup dépensé. Tu ne peux pas commencer à investir par ça. Toi, 30 millions, tu peux pas faire quelque chose avec ça en Guinée? C'est un faux espoir. Quand même, en Guinée, 30 millions. 30 millions, c'est un faux espoir en Guinée. Non, Kourouma, il n'a pas compris. 30 millions. On pourrait commencer à entreprendre même avec 30 millions. Non, Kourouma, non. La responsabilité de l'État face à jeunes. Je suis désolé. Tu peux commencer à entreprendre même avec... Chacun a sa part de responsabilité. Généralement, ces jeunes-là n'ont pas le montant espèce. Soit ils volent un peu, quand les parents savent qu'ils sont là-bas, pour ne pas qu'ils meurent, les parents envoient de l'argent. En dépit des raisons politiques. Mais chacun a sa part de responsabilité dans ce je n'ai pas dédié ça. Odilon, on peut commencer à entreprendre même avec 1 million. Je ne dénie pas, ce que tu es, toutes tes compétences, mais ce sujet, tu ne le maîtrises pas mieux que moi. Encore une fois, je le dis. Tu n'as pas la paternité de ce sujet. Je n'ai pas la paternité. Donc chacun donne son avis. Non, mais tu ne peux pas me dire que je ne maîtrise pas ce sujet. Ce sujet, on l'a tous étudié. On a fait le droit de l'immigration. On l'a fait à l'université. Et moi, je l'affirme, j'ai des compétences. Quitter parce que je suis pour quitter parce que le gouvernement, ça ne marche pas. Ça passe pas. Ce n'est pas une raison aujourd'hui. Ce qui reste clair, parmi les nationalités quand même, parmi ces migrants, les nationalités, ce sont des pays, les nationalités des pays très pauvres. La Guinée est un des pays les plus pauvres de migrants. Justement, il est très rare quand même aujourd'hui de voir un jeune Rwandais dans ce genre de trucs, parce que l'État a pris le devant. Justement. Il est très rare de voir... Mais il y a des pauvres partout en Guinée. Il y a des sociologiques encore. Il y a des pauvres partout. Il y a des pauvres. Et quand l'État prend le devant et que l'espoir est là, c'est vrai que tout le monde peut pas... Lorsqu'on met des milliards pour des concerts inutiles alors qu'on peut employer des gens, Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose. Non, ça c'est un autre débat. Ça fait partir.